nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. D'ores et déjà, excellente semaine des formations. À la une, le président colombien Gustavo Petro est attendu en Haïti ce mercredi 22 janvier pour participer au deuxième Conseil des ministres binational visant à renforcer la coopération sud-sud entre Port-au-Prince et Bogota. Les préparatifs sont en cours dans la ville de Jacmel qui accueillera les deux délégations gouvernementales. Un conseil des ministres s'est tenu ce lundi, aboutissant à des changements dans l'administration publique, notamment la nomination d'un nouveau ministre de la Santé. Des réaménagements ont également été effectués au niveau des délégations et vice-délégations. Également au titre de ce lundi, environ 300 Kenyans sont arrivés en Haïti le week-end dernier pour renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pendant ce temps, des déplacés vivant dans des camps de fortune expriment leur inquiétude et dénoncent leurs conditions de vie précaires. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le président colombien Gustavo Petro est attendu en Haïti cette semaine pour participer au deuxième Conseil des ministres binational dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud entre Port-au-Prince et Bogota. M. Petro devient ainsi le deuxième chef d'État étranger à se rendre en Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, bien que les détails concernant les différentes activités prévues durant cette visite n'aient pas été communiqués. Des travaux d'aménagement ont été réalisés dans la ville de Jacmel, des tronçons de route ont été rénovés et des travaux de revêtement ont été effectués sur la piste de l'aérodrome de Jacmel. Rebondissement dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les Colombiens accusés de l'assassinat du président ont comparu ce lundi devant la cour d'appel. Bien que l'audience ait été reportée à une date indéterminée, leurs avocats ont réussi à déposer une demande de libération soutenant que leur client n'était pas impliqué dans le manicide du 7 juillet 2021. D'autres accusés tels que Joseph Félix Badio et l'ancien maire de Jacmel, Macky Kessa, ont également comparu devant la cour. Autre grand dossier de l'actualité, un conseil des ministres s'est tenu ce lundi, au cours duquel de nombreuses nominations ont été annoncées. Le docteur Sinal Bertrand, ancien parlementaire, a été désigné nouveau ministre de la Santé publique et de la population. Par ailleurs, Jude Jean-Pierre a été nommé directeur général de l'Office de la protection du citoyen, OPC. Des remaniements ont également été effectués au sein de la délégation et vice-délégation. Alors que le gouvernement de transition affirme vouloir faire de l'année 2025 une année électorale, notamment avec l'organisation du référendum sur la nouvelle constitution, des inquiétudes subsistent quant à la participation populaire. Ce lundi 20 janvier 2025, lors de la visite d'une équipe de métropole dans plusieurs camps de déplacés, de nombreuses personnes déplacées ont exprimé leurs préoccupations concernant les conditions dans lesquelles ce vote populaire se tiendra. Elles dénoncent leurs conditions de vie précaires qu'elles jugent incompatible avec l'attente prolongée devant des bureaux de vote. Un reportage de Garbijan et de Thierry Torchon. Le référendum constitutionnel promu par le gouvernement est une étape de la consultation populaire afin d'adopter ou non une nouvelle constitution cette année, un projet inscrit dans la feuille de route du gouvernement de transition. Cependant, ce scrutin est prévu dans un contexte marqué par le déplacement de plus d'1 million de personnes ayant fui la violence des gangs, selon les récentes données de l'Organisation internationale pour les migrations. Des personnes déplacées interrogées sur leur participation éventuelle à ce scrutin nous rappellent l'enfer qu'elles vivent au quotidien dans les camps.
On a vivre là. Si nous même gens, grand monde même gens, toilette même gens, manger nous même gens, toute bagarre nous même gens parce que nous pas bien vivre du tout, nous pas pour monde qui vivre. Dans la société dans parti nous même n'importe pour ça nous même nous pas vivre parce que nous même qui là nous allons fonction nous pas qu'à résister nous et là ka pas bagarre ça nous te qu'on a vu. Nous pas voter dans situation à vivre là, nous besoin sortir. Nous besoin sortir parce que petit bébé blanc ça depuis me faire m'a courir. Pour jusqu'à ce garder misère mien. Nous allons faire voter. Pendant plusieurs mois, un groupe de travail sur la Constitution a recueilli les propositions des associations et des partis politiques. Preuve que la machine est en branle, mais l'étape décisive dans ce processus reste la consultation populaire. Pourtant, dans certains camps de déplacés internes, le mot référendum n'évoque rien pour les sans-abri. Avant l'État annonce référendum, il y a un conseil de travail qui est recensement, logiquement pour le faire. Il faut regarder la situation, comment vivre dans la mal-cité, qui est dans les besoins. Là, on parle de référendum, son bagage qui est inexplicable pour les gens qui ne sont pas bien éduqués, qui ne pas qu'on écrit. Parce qu'actuellement, là, on regarde là, au niveau des sites, là, il y a 70%, il y a des gens qui ne connaissent pas ça veut dire des référendums. Aucune date officielle n'a été fixée pour ce scrutin référendaire prévu entre le premier trimestre de l'année et le mois de mai. Pour leur part, les déplacés internes réclament avant tout leur retour dans leur quartier d'origine. Derrière tout ça, nous avons besoin de l'État, nous avons besoin d'aller la caille. Nous avons besoin de rien. Et pour l'État, mettre sécurité dans Solino, pour mettre sécurité dans tous côtés. La ville, pour Timaléo, Alvan, même Jean le déjà. Je ne suis pas un référendum. Et la caille, je besoin d'aller. Regardez l'État, l'État, regardez l'État. Si nous ne sommes pas à l'école, les gangs ont nos problèmes. Caille nous bouler, nous pas rien, nous pas sauver avec, nous pas sauver rien. Nous pas besoin rien mais l'État, c'est retourner la caille nous. Nous pas nécessité pour nous voter. Ça fait ça, nous dans quand au PC là, nous a mal dormi. Et comme si dans prison nous, quand les gens prisonniers, quand on a dit dans prison, ou pas vivant, pas rien là. Si nous a dormi dans terre, chaque jour gongo me pour place, c'est fini tout. C'est rien à battre nous, si nous grippé, yo fait bronche. En décembre dernier, l'Office national de la migration a annoncé la relocalisation de plus de 10 000 déplacés vivant dans les bâtiments publics. Malgré cette annonce, les camps de fortune ne cessent de grossir. En l'espace d'un an, le nombre de déplacés a triplé. Mais ce citoyen se souvient du référendum de 1987 avec nostalgie. Comment référendum ça va le fait? Parce que je me souviens en 1987, les autres ont fait bagarre référendum, ils ont fait bien. Tout le monde a eu droit. Tout le monde a vécu à l'aise, tout le monde a répondu oui, il a accepté. Mais pour journée aujourd'hui, tout le monde qui est là, tout le monde sait un paquet de monde qui a brûlé, qui a couru un coup de balle, bandit météo dehors, que c'est capable de dire petit l'État pays, mettez-nous dehors. Journée aujourd'hui, c'est même l'État ça qui a venu camper devant nous, qui va venir prêcher nous référendum. En raison de leurs conditions de vie déplorables, les personnes déplacées redoutent que leur droit de vote à ce référendum sur la Constitution leur échappe. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur participation effective à ce processus crucial pour l'avenir du pays, alors qu'ils continuent de s'entasser dans des camps de fortune. Intéressons-nous à présent à la mission multinationale. Environ 300 Kenyans sont arrivés en Haïti le week-end écoulé. En vue de renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité, un contingent de 218 policiers kenyans, dont 5 femmes, a été accueilli par plusieurs responsables haïtiens internationaux. Le conseiller président Fritz Alfonjon a remercié le Kenya pour son soutien et annoncé un budget rectificatif de guerre priorisant la sécurité nationale. Le commandant de la mission Godfrey Otongue et l'ambassade des États-Unis ont exprimé leur engagement à appuyer les forces locales pour améliorer la situation. Nous dit bienvenue à troupes kenyans qui viennent là. Dans ces mois, il y a un autre contingent qui vient pour aider nous à faire face à gros défis que nous fait face à l'Ikonia là. Défis extrêmement importants. Nous avons un moment qu'on y a là en Haïti, un moment de basculement. Côté que le pays a pral changé et le pays a changé. Mais pour que le pays ça changé, nous clair, il faut que nous-mêmes, au niveau du gouvernement, il y ait des changements qui sont faits au niveau de façon que nous-mêmes, que nous gérons la gouvernance dans le pays.
le budget rectificatif qui a venu là, son budget rectificatif de guerre. Le président Leslie dit, le Premier ministre a dit déjà, et n'a pas répété encore. Nous sommes en situation de guerre, il faut que nous fassions face à la guerre. Ça. Pour nous faire face à la guerre, ça, il faut que nous mettions tout ça que nous gagnons. Assurez-nous que toutes ressources, mais assurez-nous tout, que force qui là qui a aidé nous, force la police qui est en Haïti, force armée d'Haïti, tout le monde ça comprend que le gouvernement prend ça au sérieux. Autre dossier, le collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, exhorte le ministre de la Justice à relancer le processus de recherche d'un nouveau local pour reloger le palais de justice. En conférence de presse, le coordonnateur du CADO, Maître Arnel Rémy, a poursuivi son plaidoyer en faveur de la création d'un ordre juridictionnel administratif indépendant qui comprendra d'autres tribunaux administratifs devant statuer en dernier sort sur les dossiers relevant des procès administratifs. Écoutons ces explications. Donc, je dis, comme défenseur de la monde, nous pensons que faut attirer l'attention, l'État sur ça, mini-justice, c'est important. CPT1, prison, c'est moun yo gen la pas gen bête. Donc, il est important pour que nous-mêmes, comme avocats, comme défenseurs de la monde, nous mettons en face sur ça, parce qu'il s'agit d'une liberté, d'un droit fondamental et un rapport à la dignité de la personne humaine. Ministre Pellissier attend de nous, France Moncler attend de nous, DHD attend de nous, CPTO, moi CPTO attend de nous, PM attend de nous. Faut que nous chita avec CSPJ pour nous connaître qui moyen de cabaye justice pour permettre qu'ils organisent assise. Et même passer par le local là tout. Commissaire gouvernement, yo pile sous pile. Permet expression, je suis désolé. 15, 16 commissaires non salle, 10 commissaires non salle. Donc il n'y a pas de sérénité. 5 commissaires dans le dossier, côté tranquillité. Il y a qu'un est-il de justiciable qui lui-même devant le commissaire, le il n'est pas à l'aise. Donc ça déjà ça va fragiliser le mode de procédé pour rendre la justice. Et deuxième point rapidement pour finir, c'est plaidoyer que nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes dans le niveau cabinet mené, pour la création, pour la mise sur pied d'un ordre juridictionnel administratif indépendant. Ça veut dire qui ça? Leur bonne décision, on a un arrêt qui sorti dans le tribunal administratif là. Donc pour lui pas objet de pouvoir en cassation. C'est-à-dire un ordre juridictionnel administratif complet. C'est-à-dire quelle que soit la décision qui a sorti dans le tribunal administratif de droit commun, ça ou le tribunal ordinaire là, tribunal administratif ordinaire là. Donc au moins faut en dedans ordre tu as un tribunal administratif d'appel. Par exemple, on avait dit si moun n'est pas d'accord dans le premier degré, li interjeter appel sous même décision administrative là. Si moun n'est pas d'accord en appel, li doit interjeter son pouvoir, on pas dire pouvoir en cassation, mais quel que soit notre tabali, mais cependant il n'est pas obligé à faire pouvoir en cassation par devant la cour de cassation. Ça pose problème. Le juge judiciaire ne peut être en même temps le juge administratif. Il n'est pas jamais à l'aise faire sauver. On va produire les documents là-dessus, on va réfléchir, on va faire des propositions, mais cependant nous avons souhaité que prochain législature, prochain monde qui venir ou bien dirigeant réfléchissent sur possibilité pour mettre sous pied un ordre juridictionnel administratif. Parlant à présent du nouveau port de Saint-Louis-du-Sud, Anne Ogui, la présidente du conseil d'administration du port, se réjouit de l'intérêt du gouvernement pour cette nouvelle infrastructure. Toutefois, elle note qu'il manque beaucoup de choses pour que le port soit pleinement opérationnel et bien relié à l'intérieur du pays. Nous avons un wharf qui a 50 mètres de longueur, qui peut recevoir un bâtiment qui jusqu'à 150 mètres de long. Nous gagnons un bel tirant d'eau, ça c'est un tout pied important de Port-Panou de 12 mètres et demi. Et un chenal d'accès qui a un tirant d'eau de 20 mètres et demi et qui de 300 mètres de large. Donc, gros navire dans le futur, dès que pourra développer, qu'à tout venir non pour ça. Ok. Donc, il y a un pile ensablement, il y a manqué tirant d'eau, ça c'est un problème assez grave pour lui. Donc, là, on a parlé de tirant d'eau,
On va parler de profondeur. On parlait de profondeur parce que si un bateau gagne fond bateau dans la mer, toucher fond, ça pas bon, il pas légal. OK. Faut que bateau flottant. Donc, tout bateau avant qu'il vienne, il vérifie qui profondeur la mer nous gagne pour voir si bateau li a fonctionné en sécurité. Et donc, Port-Saint-Louis répond à ça. Il y a une capacité pour lui recevoir gros bateaux. C'est pour nous simplifier, si nous de simplifier parole là. Bon, je dis à bateau pas dépassant 150 mètres de long. Je vais répéter ça parce que c'est super important. Nous allons recevoir bateau qui n'est pas plus long que 150 mètres. Mais dans le futur, nous allons recevoir bateau plus grand, mais il faut que investissement additionnel fait. Pour refermer la page nationale de Métro News, le directeur général de la Caisse d'assistance sociale, Éléonore Desvallons, alerte sur des dizaines de chèques d'aide bloqués pour les personnes âgées et handicapées en raison de l'insécurité. Face à l'aggravation de la crise en Haïti, les demandes ont explosé avec plus de 35 000 requêtes en attente malgré des moyens limités. Malgré ces défis, la CAS a effectué plusieurs paiements et s'engage à aider un maximum de bénéficiaires cette année. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. La CAS, Caisse d'assistance sociale, est frappée de plein fouet par l'insécurité qui sévit dans la capitale, une situation qui bloque ses services dans les villes de province également, où des dizaines de citoyens dont leurs chèques sont prêts ne peuvent pas les recevoir, explique le directeur général Éléonore Desvallons. Je dis à une insécurité enragée, ou pas aucun côté qui a passé là pour dire qu'on va risquer parce que on pense que nous victimes en pile et c'est ça qui permet que nous pas risquer moun pour nous dire nous prendre un groupe employé pour nous mettre au non bus pour nous faire travailler dans la province pour nous livrer chèque. Pour mon province il y a des chèques là. Mais malheureusement nous pouvons pas faire, nous attendons à ce que le gouvernement mette à disposition un hélicoptère qui permet que nous fassions travail ça avec si tu as un vol tout, c'est au moins nous avons fait une délégation 2 ou 3 personnes qui te permettent que tout le monde provincial joue une satisfaction tout parce que nous avons des employés dans le niveau province. Depuis son accession à la tête de l'institution, plusieurs payrolls ont été effectués dans un minimum de temps. Par contre, les demandes ne cessent d'augmenter et le DG veut être encore plus efficace dans les services. Je dis à nous avons des difficultés énormes parce que actuellement, quand on parle là, il y a plus passé 35 000 demandes à souffrance. À chaque fois que nous venons petit bail pour permettre que nous avancions. Il y a un bail qui est important pour nous, c'est moyen pour nous jeunes. Et puis il y a moyen d'être capable d'avancer dans le niveau que nous devons avancer. Mais nous ne pas camper, nous avons des stratégies. J'en dis et marché contre à des fêtes. Moun sa yo recevoir allocation régulièrement. Et ce qu'a constaté, les moun yo a touché, yo touché dernièrement, yo a touché là, yo pral retouché. Donc il y a plus de payroll qui fait. Oui, bon de fait c'est pour yo, parce que nous même nous étant là sur trois versements avec yo que nous pensons que nous kembe rythme et n'a continuer. Pendant que il y a touché là, nous avons l'autre payroll qui est en préparation dans le ministère des Finances pour eux. De nouvelles stratégies ont été mises en place en vue de satisfaire les différentes demandes. Éléonore Desvallons n'entend pas lâcher prise, surtout en ce moment de crise, ce qui explique un appel à la collaboration lancé à d'autres secteurs. C'est créer conditions à ce que nous satisfaisons plus. Et c'est créer conditions à ce que pour CAS, j'ai commencé à faire là, c'est une autre institution dans les yeux monde qui suivre l'évolution CAS. Et en 2025, là, nous avons fixé l'objectif de arriver à 25 000 bénéficiaires. Et nous pensons que notre travail, nous avons cherché, malgré pas de moyens, mais nous avons pour nous chercher des coopérations au niveau international là,
Et c'est la première fois que CAS a fait des démarches, parce que le pas de fait avant, pour permettre que au moins nous joignons l'autre institution internationale qui a pu ouvrir dans le social pour regarder comment ils peuvent aider et épauler avec ça n'a fait. La Caisse d'assistance sociale fait de son mieux pour desservir des membres de la population, en particulier les personnes âgées, handicapées entre autres. La CAS veut toutefois renforcer ses services afin de répondre à plus de demandes dans un contexte où l'insécurité prend tout en otage, y compris les institutions étatiques dont la CAS. Nous arrivons au terme de notre première édition de Metro News pour cette semaine. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce lundi 20 janvier 2025. Le président colombien Gustavo Petro est attendu en Haïti ce mercredi 22 janvier pour participer au deuxième Conseil des ministres binational visant à renforcer la coopération sud-sud entre Port-au-Prince et Bogota. Les préparatifs sont en cours dans la ville de Jacmel qui accueillera les deux délégations gouvernementales. Un conseil des ministres s'est tenu ce lundi, aboutissant à des changements dans l'administration publique, notamment la nomination d'un nouveau ministre de la Santé. Des réaménagements ont également été effectués au niveau des délégations et vice-délégations. Et puis environ 300 Kenyans sont arrivés en Haïti le week-end dernier pour renforcer la mission multinationale d'appui à la sécurité. Pendant ce temps, des déplacés vivant dans des camps de fortune expriment leur inquiétude et dénoncent leurs conditions de vie précaires. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.